Près de 25 ans après le début de la guerre civile en Algérie, le chantier de la réconciliation fait toujours débat. C'est l'un de ces projets phares qui font encore la fierté du président Abdelaziz Bouteflika. Le chantier de la réconciliation nationale, entamé il y a 12 ans, devait permettre de réconcilier les Algériens après une décennie de guerre civile qui a fait près de 200 000 victimes dans les années 90, laissant ainsi des plaies toujours béantes pour les familles de disparus. Comme beaucoup d'autres, notre invité Mohamed Smaïn, membre actif de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Mohamed Smaïn estime que la charte de Bouteflika pose le problème de l'oubli et de l'impunité plus qu'elle ne résout la question de la paix. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Ce n'est pas une charte, c'était un accord conclu entre le président Bouteflika et les généraux qui l'ont signé. Il n'est pas basé sur le droit de l'homme. Il n'est pas basé sur le droit de l'homme. C'est une charte pour renforcer l'impunité contre ceux qui ont commis des crimes durant, si vous voulez, la guerre civile. Et ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas une guerre parce que c'est toute une combine qui a été créée par les services de sécurité pour mettre un terme à des revendications politiques. Bouteflika, quand il est venu en 1999, il a conclu un accord avec ces criminels pour les défendre et mettre sur pied cette charte pour l'impunité. Les victimes n'ont jamais été consultées dans ce domaine. Ils n'ont jamais donné leur avis. Donc c'est une décision, c'est un engagement entre Bouteflika et les militaires qui ont commis des crimes durant les années 90. Donc nous n'avons jamais considéré que cette charte a réussi. Jamais. Elle n'a jamais réussi. Elle a été imposée d'une manière normale. Voilà. Vous êtes membre de la Ligue de défense des droits de l'homme et dans le cadre, vous vous êtes occupé du dossier des disparitions forcées en Algérie. En l'absence de locaux dans la région de Relizane, vous avez toujours ouvert votre porte aux familles. Vous les avez accueillis chez vous. Et avec vos propres moyens, vous avez constitué des dossiers. Mohamed Smaïn, pouvez-vous nous expliquer votre attachement à ce dossier? Vous êtes un fervent militant des droits de l'homme, mais tout le monde n'a pas fait ce que vous avez fait. Dès le début des événements, et puis il y avait un organisme d'État qui a été créé qui s'appelait le GATT. C'est un groupe antiterroriste. Oui. Et qui a suivi de 92 à 93. C'était pas des attentats collectifs et individuels. Nous avons dénoncé ce groupe qui s'appelait le GATT. Et puis ce groupe a été reconverti dans la milice, soi-disant légitime défense. Le groupe de légitime défense, ce n'est pas vrai. C'est un groupe qui était à part à l'époque. Cette milice faisait le travail de la police. C'est le sale boulot. Et quand ils ont commencé, la milice, c'était des enlèvements des citoyens, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le poste de travail, que ce soit dans leur domicile. La première chose que nous avons fait, j'étais pas seul d'ailleurs, sur l'instruction il y avait Maître Ali Abdel Nour, il y avait Maître Mohamed Khlili, d'autres militants de droits de l'homme, mais ils n'étaient pas nombreux, se compter sur le bout des doigts. La première chose à faire, c'était de recenser les disparus, c'était de recenser les gens qui ont été enlevés. Ce que nous avons fait. En 97, malgré qu'il y avait du secret, il y avait tout ce que vous voulez, mais les gens parlaient, et puis c'est avéré que l'ensemble des disparus ont été exécutés. Ceux qui ont été morts dans la torture, ceux qui ont été brûlés vifs, ceux qui ont été enterrés vivants, avec des noms, des prénoms, avec les bourreaux et tout. Et nous avons déposé ce dossier au niveau des droits de l'homme à Genève. C'était en 98-99. En 98, cette milice a été arrêtée sur ordre du président Zroual. Ils ont été arrêtés par la police militaire. C'est une police militaire qui dépendait des chefs d'état-major. Au bout de 8 jours, ils ont été remis en liberté, soi-disant liberté provisoire.
C'est à ce moment-là que nous sommes vraiment intéressés au problème des disparus. Et puis, on faisait des recherches, des investigations pour connaître les charniers. Parce qu'on savait que l'ensemble des disparus ont été exécutés, des fois c'est le jour même, des fois après 2 mois, des fois il y a ceux qui ont resté 1 ou 2 années dans les casernes militaires, ou des endroits isolés et surveillés par la sécurité militaire. Nous avons exhumé des charniers, parce que l'État a toujours fait ses responsabilités. L'État n'a pas voulu reconnaître que les disparitions et les enlèvements par ses services. Nous avons voulu mettre une preuve sur le dossier des disparus. Nous avons exhumé des charniers. Vous avez exhumé des charniers où à Relizane? À Relizane, oui. Pris des photos. Est-ce que le procureur vous a donné l'autorisation pour faire l'exhumation? Oui, nous l'avons fait discrètement. Une fois, en 1999, j'ai été arrêté en plein flagrant délit sur un charnier. Ah, vous l'avez fait discrètement? Et pour ça, moi, j'ai été arrêté et condamné à 1 année de prison ferme. Ah, d'accord. En 2003, j'ai réussi à exhumer un autre charnier. J'ai pris des photos. Nous avons essayé d'identifier, une personne disparue, M. Saïd El-Hajj, qui a été reconnu par sa famille. Nous avons porté l'affaire devant l'opinion nationale et internationale sur l'exhumation des charniers. Seulement confirmé à l'opinion publique internationale que les enlèvements et les disparitions forcées existaient en Algérie et que le massacre des Algériens existe en Algérie. Et comment vous avez découvert ces charniers? Il y avait des témoins. À l'époque, il y avait des bergers, c'était dans des endroits isolés, et puis il y avait des bergers qui ont assisté à ces enterrements, mais ils étaient loin. Ils étaient loin, parce que vous voyez, en dehors de voir quelqu'un à des kilomètres, ce qu'il faisait. Il y avait toujours la milice qui venait avec les cadavres, et puis creuser. Et enterrer. Oui, et enterrer dans des machins collectifs. Donc, ils nous ont donné des endroits où nous avons creusé et nous avons réussi à découvrir des cadavres. Il y a ceux qui ont été reconnus, un charnier où il y avait 7 personnes. Qui ont été identifiés par leur famille? Oui, le dernier en 2003, il a été identifié par sa famille. Parce qu'il portait toujours les vêtements. Les mêmes vêtements que... Il portait les vêtements. Mais la plupart, ils étaient nus. Uniquement pour confirmer que ce que nous avons dit, ce que nous disons est vrai. Et c'est l'histoire qui le dit. Maintenant, c'est l'histoire qui le dit. Nous avons plus de 200 000 morts et 10 000 disparus. Et que l'État n'arrive pas à résoudre ce problème par manque de courage. Et le problème des disparus, ils ont employé tous les moyens à leur disposition pour mettre les enlèvements sur le dos des terroristes, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous connaissons ceux qui ont été enlevés par le terrorisme, et nous connaissons ceux qui ont été enlevés par le pouvoir et la milice. Parce que, à l'époque, même les Français, même l'opinion française ne croyait pas à ce problème des enlèvements, des disparitions forcées. Après, ils ont été convaincus que ce que nous disons est vrai, ce qui se passe en Algérie, c'est le problème des disparus est réel et existe. C'est ça que nous sommes intéressés au problème des disparus. Très bien. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors de son discours à la nation prononcé fin 2004, affichait publiquement sa détermination à mettre un terme aux années noires par des mesures d'amnistie. Quant pour la concorde civile, le président déclarait que les personnes ayant du sang sur les mains ne seraient pas amnistiées. Mais il enjoignait également les familles de disparus à se sacrifier au nom de la réconciliation nationale. Mohamed Smaïl, vous qui êtes constamment en contact avec les familles de disparus, peut-on oublier ses proches disparus? Ce n'est pas possible, c'est impossible. Parce que Bouteflika avait un engagement, il a signé de demain un engagement avec l'armée. C'est uniquement pour sauver les criminels de la justice internationale, parce qu'il croyait qu'il allait loin avec le problème des disparus. Il demande aux familles des disparus de sacrifier. Certes, on tourne la page, on peut sacrifier pour l'Algérie, pour une paix, pour la réconciliation, mais il faut mettre de la lumière. Il faut la reconnaître. Comment voulez-vous qu'ils mettent fin au problème de disparus tout en assurant l'impunité aux criminels? Mais ce n'est pas possible. C'est une justice à 2 poids, donc c'est pas possible. Il faut une réconciliation
adéquate. Il faut une réconciliation adéquate contre les Algériens. Mais ce qu'il a dit lui-même, s'est engagé que ceux qui ont le sang sur les mains. Mais personne n'a été condamné dans le problème dans cette affaire. Donc ce n'est pas équitable. Et personne n'acceptera cette injustice. D'abord mettre un terme par une justice équitable. On veut bien juger les gens qui ont le sang sur les mains. Nous avons Ferkan, à Rolizane. Et d'autres. À l'exemple du colonel Saïd Mustafa, le chef de sécurité militaire. À l'exemple du colonel Abdel Fattah, le commandant de secteur. Imaginez-vous, madame, que des gens étaient jetés par des hélicoptères ici à Rolizane. Des disparus. Donc comment voulez-vous qu'il peut mettre lui un terme à ça? Il demande à ces Algériens de se sacrifier. Ils se sont sacrifiés, ces Algériens. Ils se sont sacrifiés. C'est à lui d'être juste en tant que président et prendre ses responsabilités. Quand on est un criminel, on est un criminel. Quand on sauve un criminel, on est un criminel. On est complice. Oui. Il s'est impliqué alors qu'il n'avait rien à voir avec la tragédie. Il s'est impliqué de lui-même. Les amnisties qui ont existé ici en Algérie n'ont jamais réglé le problème du passé. L'amnistie, c'est une décision imposée par le pouvoir. C'est une décision imposée par le pouvoir et que le peuple n'a rien à voir. Les victimes n'ont rien à voir. Un jour viendra où la vérité, où la justice sera rendue aux parents des victimes de la tragédie. Est-ce que la charte et ses textes d'application sont une loi qui permet d'apporter une solution juste à la question des disparitions forcées et de toutes les victimes des années 90 et d'effacer ainsi une partie de notre histoire? Oui, c'est le dernier mot à l'histoire. Imaginez-vous, madame, que dans cette charte, l'article 45 et 44, qui punit les parents des victimes et non pas les coupables. D'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans. Un emprisonnement de 3 ans à 5 ans, etc. Mais ce n'est pas la prison qui fait peur à ces gens. Ce n'est pas la prison qui fait peur à ces gens. Il y a des victimes. Encore des victimes. Là où je vous parle, peut-être il y a encore des arrestations. Parce qu'il y a de nouvelles disparitions. L'association SOS Disparu a reçu de nouveaux dossiers, de nouveaux cas de disparition forcée. En 2011, un certain Hatem Rabah a été arrêté, mais sa famille à ce jour ignore son sort. En 2004 aussi, il y a des disparitions forcées, en 2013 et en 2008. Certes, arrêter les enlèvements, mais des arrestations arbitraires existent toujours, oui. Même des disparitions forcées. Elles existent toujours. Contre les militants des droits de l'homme, contre les syndicalistes, contre des membres de partis hostiles au pouvoir. Elles existent toujours. Et par les services de sécurité militaire. L'armée est toujours là. Et Tartag, il est plus dangereux que Medine. Tartag, il était responsable du camp de torture de Ben Aknoun. Il a fait disparaître pas mal de personnes et il a exécuté pas mal de personnes, mais il reste dans l'abri. Comment voulez-vous que l'Algérie change avec ces personnes, avec ces gens? Que l'Algérie trouve sa paix, sa tranquillité, sa liberté avec ces personnes toujours au pouvoir. Pensez-vous qu'un jour le gouvernement algérien actuel nous livre la vérité sur le sort de tous les disparus? Que la lumière soit faite et que le dossier des disparus... Pas avec les mêmes personnes, ça sera peut-être dans plusieurs années, mais pas avec les mêmes personnes qui sont... Il faut un état de droit, il faut une démocratie, il faut une liberté d'expression, il faut discuter. Exactement, absolument. Que doit-on faire pour promouvoir le respect des droits de l'homme en Algérie, selon vous? Il faut combattre, madame. Il faut des sacrifices. Nous sommes toujours contre la violence, mais... il faut que les gens se donnent pour un état de droit, pour une démocratie en Algérie, pour un état de droit. Ce n'est pas facile, mais ça ne se donne pas. D'ailleurs, ça ne se donne pas, c'est pour ça qu'on doit combattre, continuer à combattre. Sinon, c'est une complicité avec ce pouvoir. Exactement, il faut parler, il faut agir. Il faut parler, il faut agir. Des milliers de gens qui ont été torturés, des milliers de gens qui ont fait la prison pour rien. C'est tout juste pour la vérité. Tous ces militants qui combattent aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux.
nombreux de toute façon. C'est ça le problème en Algérie. On n'est pas nombreux. À l'époque, moi je vous dirais maintenant, ça c'est du passé. Parmi les patriotes, il y avait des gens qui me fournissaient des renseignements fiables. Fiables. Il n'y a pas de secret en Algérie, c'est pas vrai. Non, je parle des prisons secrètes. Il n'y a pas de prison secrète, c'est pour ça que oui, je sais ce que vous avez. Il n'y a pas de prison secrète en Algérie. On ne peut pas, c'est impossible. C'est impossible. Par qui sont gérées ces prisons? Dans les camps militaires, c'est pas vrai. Il y avait même dans des camps militaires que l'armée n'avait pas le droit de visiter tel endroit ou tel endroit. Dans le même camp, parce qu'il y avait des détenus politiques. Des détenus politiques dans des conteneurs. Dans des conteneurs. Alors qu'à l'horizon, il faisait parfois 45 degrés à l'ombre. Il n'y a pas de secret. S'il y avait des secrets, on ne pouvait pas connaître les endroits décharnés. Donc vous pensez que tous les disparus sont morts? Moi je le dis toujours, je ne peux pas comprendre ou répondre la vérité. Déjà en 1999, il n'y avait pas de disparus. Ceux qui ont été enlevés dans les années 94, 95, 96, 80. Ils ont commencé un massacre collectif. Il y avait des charniers qui contenaient jusqu'à 80 personnes dans la région de Sidi Mohamed. C'est une zone qui n'est pas loin de la wilaya de Rizan. Ils ont éliminé l'ensemble des disparus pour ne pas laisser de témoins. C'est ça leur but. Que l'AIS a pris ses responsabilités pour dire non, tel ou tel a été mort dans le combat à tel endroit, alors que ce n'est pas vrai. Pour décharger le pouvoir de ses responsabilités. Ils ont tout essayé, mais la vérité vaincra. La vérité restera toujours la vérité. Inch'Allah, la vérité vaincra un jour. Exactement. Je vous remercie beaucoup de répondre à nos questions, Monsieur Smaïn. Vous étiez avec nous sur la radio des Sans-Voix. Je m'adresse aux familles disparues. Il faut tenir bon. C'est tout. Il faut tenir bon. Quel que soit le temps. Il faut tenir bon. C'est tout. L'union fait la force. La main dans la main. Ce pouvoir est dangereux. Ce pouvoir, il est toujours manipulé par les militaires. Il est toujours manipulé par des criminels. Donc il faut tenir bon. Merci beaucoup, Monsieur Smaïn, d'avoir été avec nous et au revoir, monsieur. Je vous remercie.